à tous les cinq. On est autour de la table ce matin pour parler de trois lettres qui font frémir élus, automobilistes et entreprises aux quatre coins de la France. ZFE pour zone à faible émission. Ce sigle désigne donc ces ZFE qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2025 dans la plupart des grandes métropoles. L'enjeu, c'est d'améliorer la qualité de l'air, c'est d'éviter 50 000 décès prématurés par an en France. Un dispositif qui pose énormément de questions. Quels véhicules concernés, quel périmètre, quel calendrier, quelles alternatives proposées, quelles aides financières pour les habitants comme pour les professionnels, pour les habitants de la métropole comme pour ceux du département qui n'habitent pas dans la métropole mais y travaillent et y vivent régulièrement. Beaucoup de questions, certaines décisions sont déjà actées, d'autres sont encore en discussion et il y a un gros besoin de pédagogie, on va le voir pour expliquer ce que c'est. On va en parler tout de suite avec nos 5 invités. Claudine Bichet, vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge du climat, de la transition énergétique et de la santé. Christian Broucaré, bonjour, président de la FNOT Nouvelle-Aquitaine, l'association des usagers des transports en commun. Étienne Chauffour, directeur Île-de-France et en charge notamment des mobilités chez France Urbaine. Pierre Gauguet, membre du bureau du MEDEF Gironde, président honoraire de CCI France. Et Magali Poinçu, directrice de la RSE chez Airégaz Bordeaux. Bonjour à tous les 5. Claudine Bichet, on commence avec vous. Je disais pédagogie à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les éléments déjà connus pour la ZFE de Bordeaux Métropole en termes de périmètre, de calendrier, de contours de ce dispositif et puis peut-être nous dire pourquoi on met ça en place tout simplement. Alors effectivement, si c'est moi qui ai la chance de porter la ZFE à l'échelle métropolitaine, c'est parce que j'ai la délégation santé. Donc c'est vraiment l'approche qui doit prédominer sur la ZFE. Vous l'avez dit, 50 000 décès prématurés par an liés à la qualité de l'air en France. C'est un enjeu sanitaire, on doit agir. Juste pour me risquer un petit parallèle, pendant les 3 années de pandémie Covid, c'était 50 000 décès par an. Vous avez vu tout ce qu'on a mis en œuvre à ce moment-là. On voit bien que sur cet enjeu de la qualité de l'air, aujourd'hui, l'État, qui a d'ailleurs été sanctionné à plusieurs reprises, n'agit très peu. Et du coup, effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec une loi qui a été votée en 2021 dans le cadre de la loi Climat Résilience qui impose aux grandes métropoles de plus de 150 000 habitants de mettre en place des zones de restriction pour les véhicules les plus polluants pour tenter de remédier à ces enjeux de qualité de l'air. Tenter parce que je pense qu'on va largement en parler par la suite. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre d'une loi qui malheureusement, je pense, ne permet pas du tout d'adresser la qualité de l'air au niveau des enjeux et du nombre de décès que nous avons aujourd'hui. On va parler des modalités de mise en œuvre dans un instant. Ce qui est prévu à Bordeaux aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrêté de manière quasi certaine ? Alors, ce que nous avons effectivement arrêté à l'échelle du bureau de la métropole, un périmètre qui sera géographiquement l'intra-rocade, puisque la rocade est quelque chose que les gens visualisent, qui est plus facile à se repérer que des limites de communes qui ne sont pas toujours très bien, très visibles. Une interdiction des véhicules les plus polluants 4 et 5 pour commencer, avec une mise en place donc à la date légale actuelle 1er janvier 2025. La volonté en 2024 d'avoir toute une phase de préparation, d'accompagnement sur laquelle on va déjà déployer des dispositifs d'aide pour permettre aux usagers d'anticiper cette mise en œuvre effective que nous impose la loi. Et puis en termes d'horaire, ce serait une ZFE 24/7/7 pour ne pas retomber dans des détails, enfin une complexité, parce qu'on voit bien que c'est globalement une mesure extrêmement complexe et que les usagers sont en attente de lisibilité. Merci Claudine Bichet. Donc 2025, intra-rocade, 24/24, 7 jours sur 7. Pierre Gauguet, vous représentez ici les organisations patronales et professionnelles de Gironde. Quelles sont les attentes et les inquiétudes du monde économique face à cette zone à faible émission ?
Oui, bonjour. D'abord, évidemment, on souscrit à l'objectif santé. C'est quelque chose qui s'impose à tous et qui est nécessaire. Maintenant, la ville, c'est une ville où on travaille. Donc où toutes les entreprises ont besoin effectivement d'une accessibilité pour tous leurs salariés, y compris les jeunes stagiaires étudiants qui viennent dans les périodes diverses. On a besoin d'une accessibilité pour nos clients fournisseurs et on sait qu'aujourd'hui, dans une décision d'installation d'entreprise, voire même de rester à un endroit ou pas, l'accessibilité, c'est 60% de la décision d'un chef d'entreprise. C'est la pondération qu'il donne avec d'autres autour. Donc si vous voulez, nous aujourd'hui, on pense qu'effectivement la ZFE est quelque part une bonne mesure, mais qu'il faut avant tout en étudier les impacts pour les différentes parties prenantes. Je veux dire que si on va jusqu'au critère 3, qui quelque part sera dans les tuyaux à un moment donné, c'est près de 40% du parc actuel de véhicules qui seront d'une manière ou d'une autre empêchés d'accéder, et c'est des véhicules qui rentrent aujourd'hui dans la ville. Je veux dire 40%, forcément on se dit que ça peut avoir un impact significatif sur le commerce, d'une manière générale, et puis globalement sur la possibilité, encore une fois, des salariés qui n'ont pas un tram devant leur porte, qui n'ont pas de transport en commun à disposition. Je rappelle qu'on a ce qu'on appelle l'effet pendulaire, c'est-à-dire les banlieusards hors rocade qui rentrent dans la ville quelque part pour y travailler, notamment pour des problèmes de coût de logement. Et ça c'est pas réglé. Et je pense que le lien avec le logement, d'ailleurs, est très important dans cette problématique. Mais je reprends le terme de la vice-présidente. Ceci est systémique. C'est-à-dire que c'est pas seulement le problème santé. Et donc, nous, ce que l'on craint, effectivement, c'est qu'on ait des commerces qui puissent péricliter, des artisans qui renoncent à rentrer dans la métropole, et là c'est tout le service, la maintenance quelque part qu'on pourrait obtenir au centre-ville qui pourrait être mis en cause, des étudiants qui renonceraient aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer leur véhicule, et quelque part c'est probablement en termes d'accompagnement de chacune de ces parties prenantes et de timing, de possibilité d'y aller progressivement en termes d'accessibilité et de dérogation au début. Peut-être qu'il faut ouvrir et refermer petit à petit, laissant le temps de changer les véhicules. Et puis, il y a peut-être des solutions à imaginer pour certains. Je sais que la métropole travaille sur l'idée du rétrofit, par exemple, de certains véhicules. Oui, on va en parler dans un instant. Donc, si vous voulez, nous, on a vraiment un problème. L'étude d'impact est absolument nécessaire et elle va différencier l'approche suivant les parties prenantes. Et nous sommes, nous, évidemment, monde économique au sens large, l'ensemble des organisations patronales, tout à fait preneurs d'accompagner ça et de signaler les points de vigilance. Parce que quelque part, il vaut mieux les détecter en amont que voir les dégâts après. Encore une fois, je renvoie au livre de Gilles Savary, La fabrique de gilets jaunes. C'est bien noté, merci. Je précise que les critères 4 et 5 là, qui sont envisagés, ça concernerait 7% du parc automobile à Bordeaux Métropole et un peu moins de 10% du parc automobile en Gironde, ce qui n'est pas rien, mais voilà, c'est les chiffres. Christian Broucaré, du côté des usagers des transports, quelles sont les craintes et les demandes par rapport à cette ZFE à l'horizon 2025? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Alors, on ne peut pas empêcher les gens de se déplacer, il faut juste les aider à se déplacer mieux pour la planète. C'est une évidence. Ce qu'on se rend compte sur cette ZFE, c'est qu'il y a un manque de pédagogie complet. Les gens ne le savent pas. Je vous donne un exemple qui vaut ce qui vaut. Je suis arrivé à pied. S'il y avait la moitié des voitures qui avaient une vignette critère, c'était beaucoup. Alors moi, je suis toujours étonné, parce que je suis peut-être dans l'opérationnel par habitude, mais pourquoi, par exemple, il y a des rendez-vous pour les gens qui ont des voitures, c'est au minimum tous les 2 ans, quand on a une vignette critère 3, 4, 5. Pourquoi c'est pas DEKRA ou d'autres marques, enfin là où vous faites votre contrôle technique, qui provoquent le fait que vous receviez la vignette critère chez vous? Tout simplement. C'est une vignette critère, c'est 3 €. Si c'était intégré dans le prix du contrôle technique... Pour bien préciser, c'est la vignette qui décidera si on pourra entrer ou pas dans la zone. Voilà, déjà les gens prendraient conscience que ces ZFE, ça existe, parce que bon, les gens... Et M. Gouguet l'a bien dit, il y a quand même une double ou une triple peine. On n'a pas d'argent, on est obligé de s'éloigner beaucoup de la métropole. On y passe beaucoup de temps. Ça, les transports en commun peuvent le compenser. Et puis, il y a ce brouillard. Toulouse l'a mis en place, d'autres villes l'ont mis en place, Bordeaux l'a pas mis. Ce n'est pas une critique du tout. Voilà, donc pour les gens, c'est quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est la ZFE. Alors pour ce qui est du volet, bien sûr, transport en commun, je vais prêcher pour notre paroisse, bien sûr.
Il est évident qu'il faut renforcer les transports en commun. On y est déjà bien en Nouvelle-Aquitaine avec le RER métropolitain. Mais on sait très bien, nous, à la FNOT, que le choc, il est au quart d'heure. C'est-à-dire que les gens prennent le transport en commun quart d'heure. Parce que quand il y a des gens comme moi qui n'ont pas de patience, patienter demi-heure ou trois quarts d'heure à attendre le train, ben, ils vont continuer avec leur voiture. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le premier déplacement de la journée, ben si on prend sa voiture, ben on va continuer en voiture malgré tous les problèmes qu'il y a. Et puis après, bien sûr, à l'intérieur de la métropole, de par la structure du réseau de transport en commun, et ce n'est pas une critique, on reviendra peut-être à quelque chose qui parlera aux vieux Bordelais, c'est le fil bleu. C'est-à-dire qu'il y avait des navettes à l'intérieur des cours, on va dire, qui allaient d'un endroit à l'autre sans horaire précis, mais qui tournaient et qui permettaient aux gens de se rabattre de la gare ou des axes structurants de tram vers le lieu où ils vont, qui travailler, qui consommer. Donc la ZFE, oui, mais avec des alternatives pour se déplacer. Magali Pensu, les alternatives, on parle de l'électrique par rapport aux véhicules thermiques les plus polluants. Il y a aussi une autre solution qui émerge, le bio-GNV. De quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? Alors, ce n'est pas une solution qui émerge, c'est une solution qui est déjà très éprouvée et qui est d'ailleurs la seule solution pour la mobilité lourde sur des longs trajets, la mobilité également des voyageurs, du transport de voyageurs. Aujourd'hui, un nouveau bus sur 2 en France, dans les agglomérations, est un bus qui fonctionne au bio-GNV, donc qui répond parfaitement aux critères, c'est critère 1 en termes de langage ZFE. Alors, qu'est-ce que c'est pour répondre à votre question? C'est du biogaz. C'est bien affirmé, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas encore. C'est du biométhane. En fait, c'est le gaz, biogaz, qui est produit. Alors, en plus, c'est une économie circulaire. Il est produit sur les territoires, localement, notamment ici, en proximité, et à partir souvent de déchets, des steppes pour la métropole, la station d'épuration. Et donc ce gaz, il est transporté dans les tuyaux de la distribution, et puis c'est le même qui sert à nous chauffer ou à cuisiner. Et bien après, on peut y plugger une station et puis charger son véhicule. Alors, est-ce que c'est pour les particuliers ou plutôt pour les artisans, les flottes de véhicules lourds, semi-lourds? Absolument, c'est une solution. Particulièrement pour le transport lourd, pour le transport aussi utilitaire, et donc pour les entreprises, c'est absolument une solution. Nous, on a une flotte chez Régaz de 180 véhicules qui fonctionnent tous les jours. Et qui sont donc déjà compatibles avec la future ZFE. Absolument. Étienne Chauffour, vous avez vu que les sujets ne manquent pas. Vous êtes membre de France Urbaine, vous participez au groupe de travail national sur les zones à faible émission, puisque toutes ces questions qui se posent ici se posent dans à peu près toutes les grandes métropoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les demandes de ce groupe de travail au niveau national et quelles sont les pistes qui ont été transmises, je crois, il y a quelques heures au ministre des Transports? Hier matin, pour vous le dire avec précision, Madame Bichet les aura, mais que demain, parce qu'il fallait modifier ensuite, et je n'ai pas eu le temps de les faire parvenir à tout le monde. Déjà, 2-3 éléments sur lesquels je veux juste préciser. Pourquoi Bordeaux doit mettre en place une ZFE maintenant, et Toulouse l'a déjà fait? C'est simplement un problème que 11 métropoles devaient le faire il y a 2 ans, dont Toulouse, et une trentaine de territoires urbains devront le faire en 2025. Parce que la qualité de l'air était moins mauvaise. Parce que dans les 11 premières, il y avait des dépassements des seuils, et dans ces 11-ci, il y en a 4 qui dépassent encore. Paris, Lyon, Marseille et Rouen. Deuxième élément, parce que souvent on dit la ZFE, oui, mais c'est un truc de bobo. Non. Aujourd'hui, les personnes qui sont le plus victimes de bronchiolite, de maladies pulmonaires, éventuellement de décès, sont celles qui habitent près des grands axes de circulation. Et vous noterez, à Bordeaux comme ailleurs, qu'auprès des grands axes, on a plus de HLM que de logements résidentiels. Et ça, on a ça partout en France lorsqu'on regarde les plans de prévention de l'atmosphère. Après, une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire c'est irresponsable de ne pas mettre en œuvre une ZFE. C'est pas si facile que ça, pour des raisons qui ont été évoquées. Déjà, on a demandé à des habitants qui sont à 30-40 km. Depuis des années, on leur a dit, écoutez, pour la santé, pour l'emploi, pour les études, pour la culture, vous serez obligés de faire des kilomètres que vous n'avez pas envie de faire, mais
parce que de toute façon, vous n'avez plus de pôle de centralité. Et aujourd'hui, on leur dit, mais en plus, vous n'aurez pas le droit de venir parce que vous êtes polluant. Donc, il faut résoudre ce problème-là. Et c'est Alors justement, le constat connu, justement, les demandes concrètement que vous avez, qui ont été arrêtées par tous les acteurs, qui étaient assez nombreux. C'est la première demande. C'est que toutes les aides, primes à la conversion et aides en termes de mobilité concernent le territoire métropolitain et tous les territoires voisins qui vont être impactés par la ZFE. Donc ça, c'est la première. La deuxième demande qui va dans le même sens, c'est qu'aujourd'hui, une prime à la conversion qui va être au maximum, si on est vraiment au niveau de base, autour de 5 000 €, je ne vais pas faire de publicité pour un véhicule. Le véhicule électrique le moins cher du marché coûte 22 100 €. Donc vous voyez bien l'écart. Et aujourd'hui, on sait très bien que sous conditions de ressources, il faut qu'on arrive à accompagner les habitants et les usagers sur quelque chose qui soit acceptable. Donc ça, c'est la deuxième demande que l'on fait auprès du gouvernement. Troisième demande, enfin auprès du gouvernement et auprès de nous-mêmes d'ailleurs, parce que il y a une partie des aides, on ne va pas toujours passer notre temps à pleurer en disant tout l'avenir du gouvernement, les territoires peuvent aider. Troisième demande, c'est d'éviter les avances. Si vous avez une aide, mais que vous la percevez au bout de 5 mois ou de 6 mois, personne, s'il a un revenu modeste, n'est capable d'avancer 8-10 000 € pendant 5 mois. Donc gérer les prêts à taux zéro, les microcrédits, etc. Quatrième demande pour nous qui est importante, c'est développer, alors ça ne va pas se faire en claquant des doigts, mais les mobilités dans les territoires interstitiels. Alors, on peut parler des RER métropolitains, mais je vais vous prendre un exemple qui peut-être ira encore plus vite. Des bus urbains, une centaine de lignes de bus urbains sur 30-40 km. Eh bien, globalement, on améliore très fortement les mobilités, les conventions de covoiturage. Demande importante pour les acteurs économiques. On a fait un constat parce qu'on a travaillé, vous savez, les groupes de travail, ce sont des personnes qui sont plutôt de bon sens et qui toutes, et ça m'a étonné, les acteurs économiques ont tous dit on est pour les ZFE, mais on veut que les ZFE soient possibles. Et par exemple, tous les acteurs de la logistique, y compris les artisans, les petits commerçants, nous ont dit en tout état de cause, nous n'aurons pas de capacité à avoir un nouveau véhicule avant à peu près 2030. Pourquoi ? Parce que le cycle économique de ces véhicules-là n'existe pas et qu'il y a entre 1 an et demi et 2 ans de délai de livraison. Donc, la résolution des groupes de travail a été de dire avant 2030, laissons rentrer dans nos territoires tous les véhicules lourds jusqu'au critère 2 inclus, parce qu'autrement, on va se retrouver dans une situation où on voudra une ZFE, mais on n'aura plus de livraison. Donc voilà, ce sont autant de propositions qui sont à la fois pragmatiques, mais je le souligne, qui toutes ont été consensuelles. Et pourtant, vous aviez autour de la table des territoires, des acteurs économiques, les acteurs caritatifs, etc. Toutes ces propositions ont fait l'objet de consensus. Et effectivement, j'en ai 25 dans la poche. On espère que ces 25 seront prises en compte par le gouvernement. Il y en a une dernière sur laquelle j'insiste. Il faudra que l'on rende des comptes aux habitants sur la réussite de ce que l'on va engager en matière de santé publique. Parce que, bon, on peut se dire 40 000 morts par an, 50 000 morts par an, c'est dramatique. Mais il faut que dans X années, on puisse se dire que oui, on a amélioré non seulement... Qu'on a fait tout ça pour une efficacité... Que l'effort de chacun est un effort qui, entre guillemets, rapporte. Merci beaucoup Étienne Chauffour. Je vais vous laisser réagir sur ces propositions. Je note juste qu'il n'y a pas été question de calendrier dans vos propositions. Est-ce que finalement le calendrier c'est un problème ou est-ce que c'est les mesures d'accompagnement quand même, parce que il y a aujourd'hui un petit malentendu. Il n'y a que 4 territoires qui sont obligés d'avoir un calendrier très serré. Je vous ai parlé de Paris, Lyon, Marseille, de Rouen, et encore, ce calendrier ne va que jusqu'au critère 3. Ailleurs, on a un calendrier qui peut être plus détendu. Aussi bien plus détendu dans le temps, et on peut dire ça peut être 2027-2028, en sachant, et lorsque vous parliez tout à l'heure du nombre de véhicules en critère 3, c'est juste et c'est faux. C'est faux parce que si vous mettez cette mesure en œuvre dans 3 ans, vous aurez un renouvellement naturel des flottes qui fera que le nombre de véhicules concernés aura fortement diminué. Qui souhaite réagir justement sur les propositions du groupe de travail, Christian Bocquard? Oui, 2030 semble une date
correcte, elle n'est ni trop longue ni trop courte. Comme j'ai dit précédemment, les gens, obligatoirement dans cette période-là, il y aura de la pédagogie qui pourra être faite au moment du renouvellement des contrôles techniques et qui prennent conscience de ces histoires des ZFE. Et pour ce qui est localement, c'est en 2030, 2028-2030 que le RER métropolitain sera vraiment, à la demi-heure, sera en termes d'efficacité. Ça veut dire que ça paraît une date raisonnable. J'ai parlé de 2030 pour les véhicules de livraison, les véhicules lourds. Pour les véhicules légers, ça viendra progressivement parce que techniquement, c'est plus facile. Oui, bien sûr. Mais enfin, mettre des dates différentes, c'est toujours très difficile à comprendre. Si on dit 2030, vous savez, à certains moments, il faut toujours mettre des limites parce que sinon, on a toujours tendance à glisser, et puis il arrive un moment, tout se délite. Claudine Bichet, les propositions du groupe de travail vont dans le bon sens ? Comme j'y ai participé, oui. Mais j'aimerais quand même en rajouter quelques-unes qui, sans doute sont dans la liste des 25 d'Étienne Chauffour, mais qui me paraissent assez fondamentales. L'information. Aujourd'hui, en fait, je ne suis même pas sûre qu'on soit face à un problème d'acceptabilité. En réalité, on est face à un problème de manque d'information et d'incompréhension de nos concitoyens. Donc, si on veut y arriver, la base, ça va être d'informer, de communiquer. Et là, on sait qu'à l'échelle locale, on n'aura jamais les moyens de pouvoir toucher le plus grand nombre. Donc là, on a vraiment besoin d'un renfort extrêmement important d'aide, de soutien de l'État. Un autre sujet qui n'a pas été évoqué, qui me paraît très important, et notamment par rapport aux problématiques de disponibilité des véhicules. Aujourd'hui, on sait qu'on a une solution qui techniquement fonctionne, qui d'un point de vue écologique semble plutôt quand même séduisante, le rétrofit, qui consiste à juste changer la motorisation sans changer l'entièreté du véhicule, est une solution, semble une solution très intéressante, notamment aussi pour les acteurs du monde économique qui ont souvent des véhicules qui ont été adaptés et tout, donc ça serait beaucoup plus simple juste de changer le moteur. Et là, on voit qu'on a des freins réglementaires très forts. Seulement 6 modèles de voitures sont aujourd'hui homologués comme pouvant être rétrofités et donc homologués comme étant derrière suffisamment... sans danger pour voilà, et on voit bien que c'est totalement insuffisant, qu'on va devoir aller beaucoup plus vite sur ce sujet-là et que là c'est un levier réglementaire d'État qui doit aussi être actionné. Dernier point que j'aimerais souligner et qui est très important, on parle d'enjeux de qualité de l'air, on en a parlé juste avant, on parle d'urgence climatique, on l'a dit, redit, on est face à une urgence. Comment se fait-il que nos vignettes critères n'intègrent que l'enjeu de qualité de l'air et absolument pas l'enjeu du carbone, des émissions et de l'empreinte carbone? D'autres pays ont réussi à le faire, à associer ces deux enjeux. Aujourd'hui, on a un système de vignettes critères qui est clairement totalement partiel, qui ne prend pas l'empreinte carbone des véhicules. On voit, donc, et d'ailleurs le poids du véhicule, on est sur la question du SUV. Voilà, exactement. D'ailleurs, je reviens au rapport du Haut Conseil pour le climat qui dit qu'un des secteurs sur lequel on n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est sur le transport, et notamment parce que les poids des véhicules augmentent tellement qu'on n'arrive même pas à bénéficier des gains d'efficacité énergétique sur les véhicules, qui sont tellement lourds que du coup on n'arrive pas à les électrifier et que du coup on a un enjeu de décarbonation extrêmement fort sur les véhicules, sur le transport routier. Donc là, à l'heure de l'urgence climatique, très sincèrement, pour moi c'est incompréhensible qu'on ne revoie pas ce système de vignettes critères qui est trop partiel par rapport aux enjeux. Merci, le message est passé. Je rappelle que les vignettes critères 4 et 5, ça interdirait les véhicules diesel immatriculés avant 2006 et les véhicules essence avant 97. Donc on parle de véhicules quand même relativement anciens. Pierre Goguet, est-ce que les propositions du groupe de travail vous rassurent les entreprises? Écoutez, je vois que la dimension économique a été prise en compte, elle a été exposée, elle me paraît effectivement intéressante. Je crois que, on voit qu'il faut créer, si on prend l'idée du rétrofit, qui est sûrement une bonne idée, on voit qu'il faut créer de véritables filières quelque part, compte tenu de la volumétrie qu'on peut attendre. Je me pose la question aussi de l'artisan qui a besoin certes d'un véhicule
à bas carbone pour rentrer dans la ville, mais qui en même temps a des clients à l'extérieur et qu'il lui faut de la distance. Tous les problématiques d'autonomie, quelque part, peuvent se poser avec le même véhicule, parce qu'il n'en a pas 50. Donc bon, voilà, il y a des réflexions à mener, d'où l'intérêt, encore une fois, des études d'impact. Un autre problème que l'on a, c'est qu'il ne va pas y avoir que Bordeaux qui va être touché par la ZFE dans notre région. Et nous avons des entreprises qui interviennent à Pau, à Mont-de-Marsan, etc. Bon, dans ces villes-là, certaines seront concernées par ZFE. Le seul problème, c'est qu'en l'état actuel, les règles retenues ne sont pas les mêmes. Les jours d'accessibilité, etc. Les dérogations, on n'a pas parlé encore des dérogations qui vont être autorisées pour certains types de transports, pour les ambulances, etc. Enfin bref, je laisserai les spécialistes en parler. Et donc là, on a un vrai problème d'harmonisation, c'est que la même entreprise avec le même chauffeur ne pourra pas accéder dans les mêmes conditions en telle ou telle ville concernée par une ZFE. On a là effectivement un vrai problème. Et enfin, dernier point, sur les aides, on a beaucoup parlé des citoyens, et je le comprends, notamment des citoyens qui en ont le plus besoin. Pardonnez-moi, je reviens sur le fait que des commerces peuvent avoir leur activité qui décroche, au moins dans une phase transitoire à cause de cette mise en place. Ça me rappelle à l'époque où on a mis en place le tram à Bordeaux. Il y a une commission qui a mesuré le préjudice subi par certains commerces exposés à ça pour effectivement envisager une indemnisation de commerce si on veut qu'il reste ouvert. Il souffre déjà assez aujourd'hui. Pendant les travaux, effectivement, je vais vous donner la parole, Magali Poinçu, juste avant Étienne Chauffour, sur cette question qui est intéressante d'harmoniser les ZFE. Une entreprise ou un habitant qui habite à Agen, travaille à Bordeaux et Toulouse, il aimerait bien un peu de clarté, se dire, bon, avec mon véhicule, je peux aller dans les deux agglomérations. Est-ce que c'est un sujet qui est identifié au niveau national? Oui, c'est un sujet qui est identifié et partiellement réglé. Il est résolu déjà pour tous ceux qui ont besoin de faire du transport. En gros, de la logistique, camionnettes, etc. Il y aura une liste de dérogations qui sera identique. Et il y a eu un travail très important de fait. Pour les usagers, c'est également la volonté, mais ce n'est pas si simple que ça. Comme je le disais, il y a des territoires qui sont déjà en dépassement, qui seront obligés d'avoir des seuils un peu plus rigoureux que d'autres. Je vais vous prendre l'exemple à l'envers. Si on a un territoire qui peut-être a le moins d'émissions, mais qui va être obligé de mettre en œuvre une ZFE comme Brest, si on lui impose les mêmes règles qu'à Paris, ils vont probablement dire que c'est un peu choquant. Donc il faudra trouver une solution à ça. Sur le rétrofit, on a un vrai problème aujourd'hui. Le rétrofit coûte à peu près 11 000 €. Extrêmement cher, pourquoi? Parce que les constructeurs obligent à avoir 11 types d'agréments, parce qu'il faut modifier le véhicule, le CEMAS, etc. Aujourd'hui, il existe et il commence à exister des filières de rétrofit, y compris pour avoir du véhicule hybride, et on serait sur des coûts autour de 4 000 à 5 000 €. Autre élément, l'aide aux véhicules d'occasion. Vous avez un commerçant qui va acheter une camionnette. Il ne va pas nécessairement acheter une camionnette neuve. Il faut qu'il puisse être aidé pour acheter une camionnette d'occasion. Enfin, dernier élément, et j'insiste sur ce que vous avez dit, aujourd'hui on se dit tout doit être électrique. Non, les biocarburants aujourd'hui, comme l'Euro 6 ou peut-être l'Euro 7 un jour, sont également des alternatives qui permettent de continuer à circuler. L'électrique, oui, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mécaniquement, il n'y aura pas d'énergie électrique pour tout le monde, de batterie électrique pour tout le monde. Magali Poinçu, on a parlé du rétrofit, d'avoir une filière. Est-ce que le bio-GNV peut monter en puissance pour prendre sa place aux côtés de l'électrique et de l'hybride? Absolument, d'autant que la base, en fait, le socle, c'est d'avoir du gaz vert. On en a de plus en plus, il se développe, il se démultiplie. Donc plus on a du gaz vert, plus on a des possibilités d'y mettre des stations. On a les équipements, on a les véhicules aujourd'hui, les véhicules avec une autonomie, hein, vous en parliez tout à l'heure. Nous, on a des collaborateurs tous les jours qui font le trajet domicile-travail avec leur véhicule utilitaire et qui quittent la métropole pour aller parfois jusque dans le Médoc, et ils font le retour sans aucun problème, et puis ils enchaînent sur leur tournée. Donc aujourd'hui, c'est une solution dont on parle pas assez. Et concrètement, ils trouvent des stations dans le Médoc et à Bordeaux Métropole? Les stations, elles sont sur les métropoles. Il n'y en a pas assez non plus. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Il y a un développement à faire. C'est en cours. Donc, il y a un enjeu de temps également. C'est-à-dire que demain matin, on ne pourra pas tout basculer. Mais on pourrait, pardon, excusez-moi, je vous interromps, on pourrait tout à fait envisager. Nous avons des unités de méthanisation dans le Médoc, de méthanisation agricole. On pourrait tout à fait envisager, si la demande est là, d'avoir une station dans le Médoc, absolument. Et au plus près, en plus, de l'unité qui produit ce gaz vert. Donc on serait là aussi dans une solution qui, d'un point de vue environnemental, serait parfaite.
Je voudrais vous entendre tous les 5 sur la question des aides. Vous avez un peu abordé le sujet, Étienne Chauffour. C'est le nerf de la guerre pour les particuliers comme pour les professionnels. Quelles sont les aides à proposer? Quel montant faut-il envisager? Est-ce qu'il faut ouvrir ça au thermique seulement, critères 1, 2, 3 ou 1, 2? Est-ce qu'il faut aller sur l'occasion? Est-ce qu'il faut aller sur l'hybride, sur le rétrofit? Quelles sont les préconisations des uns et des autres pour être le plus efficace possible, hein, vous l'avez dit, permettre aux gens de ne pas débourser, de ne pas avancer des sommes trop importantes? Peut-être rapidement, occasion à l'évidence. Aujourd'hui, on n'est pas obligatoirement en nécessité d'acheter un véhicule neuf, y compris parce que malgré tout, pour les ménages les plus précaires, la dépendance financière au véhicule est un problème que l'on doit également gérer. Donc, l'occasion est une bonne solution. L'autopartage est une bonne solution. On n'est pas dans les années 60 où chacun doit être propriétaire de son véhicule. Ma voiture personnelle, 95% de son temps d'utilisation, c'est dans mon garage ou dans mon parking, comme à peu près tout le monde. Donc aujourd'hui, il faut qu'on évolue. Le rétrofit, oui. Les critères et les aides qui aillent jusqu'aux critères 1 et 2, et notamment pour les artisans et les commerçants, c'est indispensable, tout simplement parce qu'il n'y a pas de marché d'occasion pour les critères 0 ou les critères 1. Donc si on leur dit il faut acheter une camionnette et on va vous aider, bah globalement, si on leur dit on va vous aider à acheter un critère 0, ça n'existe pas d'occasion. Donc oui, il faut développer toutes ces logiques-là. Après, le volume des aides, c'est difficile à dire. Je vous parlais tout à l'heure du véhicule électrique le moins cher, 22 000 euros. C'est sûr qu'il faut que tout le monde, entre guillemets, se mette autour d'une table, que l'État, nous on a demandé que l'État double ses aides de prime à la conversion, afin que les territoires qui mettent en œuvre une ZFE puissent contribuer, que les régions puissent contribuer, pourquoi pas que le territoire voisin puisse contribuer. Je vous prends l'exemple de la métropole du Grand Paris, sous conditions de ressources, donc pour les ménages les plus précaires, mais on peut atteindre un niveau d'aide qui est de l'ordre de 18 600 euros, ce qui est quand même pas négligeable. Et c'est significatif, Claudine Bichet? Est-ce que c'est les pistes à Bordeaux Métropole pour venir abonder d'éventuelles aides de l'État? Sur quel volume et quel type de véhicule on s'oriente? Alors, comme l'a dit Étienne Chauffour, dans l'état actuel des aides de l'État, on n'a pas d'autre choix que d'abonder parce qu'elles sont beaucoup trop faibles. Ça représente globalement 25% du prix d'un véhicule. Autant dire que pour des ménages modestes, très modestes, c'est juste pas du tout possible d'avoir une prise en charge aussi faible d'un nouveau véhicule. C'est totalement impossible. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'abonder, ce qui pose beaucoup de questions, tant par l'ampleur des enveloppes financières en jeu, où on se parle quand même de plusieurs centaines de millions d'euros. Ça interroge quand même beaucoup par rapport aux compétences d'une métropole d'aller financer l'achat de voitures, parce qu'à la fin du jour, c'est quand même ça. Là où je pense qu'on est quand même plutôt attendu sur du financement d'infrastructures de mobilité. Il me semble que c'est plutôt là où nous sommes attendus et notre domaine de compétences nous invite à agir. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Clairement, les aides de l'État sont totalement insuffisantes. On a vraiment besoin qu'elles soient renforcées. On a besoin d'éviter l'avance de trésorerie aussi, comme vous l'avez dit en préambule, c'est fondamental pour des ménages modestes. Ils sont dans l'incapacité de pouvoir avancer quelques 1000, 2000 euros. C'est impossible. Donc tout ça doit être revu. Après, quant au fait que les collectivités doivent continuer d'abonder, très sincèrement, moi je pose la question. Est-ce que c'est là où on attend aujourd'hui les métropoles? Est-ce qu'à l'heure de l'urgence climatique où on voit que tous nos postes d'investissement doivent être augmentés fortement et que le premier réflexe de l'État, c'est d'aller chercher comment on va aller retrouver des marges de manœuvre financières sur le dos des collectivités. Enfin, moi, je pose quand même vraiment la question. Où est-ce qu'on attend les métropoles, les collectivités, et où est-ce qu'on a envie vraiment qu'on soit les plus agissantes possibles? Financer des voitures, je ne suis pas certaine que ce soit là où on nous attend. Il y aura une vraie discussion. Vous posez la question, je la pose à Christian Beaucarré. Est-ce que c'est le rôle de la métropole de financer des véhicules individuels, des voitures, y compris d'occasion, y compris électriques? Bien sûr, je vais parler avec ma casquette des usagers des transports en commun. Il est évident qu'un candidat au déplacement, un client au déplacement, il a deux préoccupations. Combien et quand? Le combien,
déjà sur la métropole et sur la région, la mise en place de la tarification solidaire aide les gens à se déplacer en fonction de leurs moyens. Ça, c'est déjà un premier point. Et c'est le quand, c'est qu'il faut développer les transports en commun. Bien sûr, et j'entends que les transports en commun ne sont pas l'alpha et l'oméga. Il y a une multimodalité. Mais déjà, si au minimum, sur les plus grands nombres, on pouvait les mettre dans des transports en commun qui sont déjà largement financés par les collectivités, puisque je vous rappelle quand même qu'un usager des transports en commun ne paye que réellement 25% du prix du trajet. Le reste, c'est quand même la collectivité et les entreprises qui le payent par le versement mobilité. Donc, déjà, il y a des choses qui sont faites, et je vais dans le sens de Madame Pichet, c'est que déjà, les collectivités mettent de l'argent sur les transports en commun, et ça peut être une solution aussi à aider les gens à se déplacer de façon écologique. Pierre Goguet, vous attendez l'État et la métropole sur des aides directes pour convertir les véhicules ou le versement transport, vous êtes déjà mis à contribution. Oui. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur les transports en commun ou sur les aides aux entreprises? Alors, côté versement transport, je crois que les entreprises font déjà, comment dirais-je, une contribution essentielle à tout ce qui est la politique transport dans notre métropole et dans la plupart d'ailleurs des métropoles. Aujourd'hui, les entreprises essaient de signer avec la métropole, j'en parlais avec M. Alain Anziani, des plans de mobilité aussi pour faciliter le covoiturage, etc. etc. Parfois, elles ont pu, dans certaines activités, pratiquer des horaires décalés pour éviter certains bouchons aux heures, etc. Mais on voit aujourd'hui que tout ceci impacte sur la problématique de recrutement. C'est qu'aujourd'hui, un salarié, s'il sait qu'il va avoir des problématiques eu égard à son véhicule et le fait qu'il doit rentrer dans la métropole, il va soit essayer d'imposer davantage de télétravail ou, quelque part, faire un autre choix. Et on a des entreprises qui commencent à réfléchir, à s'installer, entre guillemets, ailleurs. On commence à voir ça, c'est le problème d'attractivité que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Moi, je crois que, finalement, je crois à la mesure du préjudice. Et je crois que quand il y a un préjudice subi de fait, pardonnez-moi, d'une autorité régalienne, il y a à prendre en compte ce préjudice, à essayer avec un lien de causalité de l'indemniser sur la période où il se produit, en donnant un objectif, évidemment, de le résorber le plus vite possible. Donc je reviens à mon exemple du tram, si vous voulez. Si des commerçants et des entreprises subissent un préjudice visible il faut falloir les aider pendant cette période-là. On en a suffisamment qui mettent la clé sous la porte en remboursant leur PGE, par exemple. Voilà. Donc, voilà, je suis moins... Alors je crois qu'effectivement, encore une fois, le citoyen qui est avec des revenus faibles, il n'y a pas d'autre choix, mais on revient sur une promesse nationale, je crois, c'est les véhicules électriques à 100 € par mois. Bon, attendons que cette promesse se réalise, mais j'espère qu'elle la réalisera vite. Ce ne sera pas évident. Je voudrais qu'on puisse élargir un peu la focale géographique. On est là, ici, au cœur de Bordeaux Métropole. On a des transports en commun, on a de l'autopartage, on a tout ce qu'il faut pour se déplacer. La ZFE s'appliquera finalement aux habitants de la métropole, mais peut-être encore plus aux territoires voisins, aux Girondins, et puis bien au-delà. La question, c'est l'interface entre ces sujets. Comment on fait pour rendre la ZFE acceptable au-delà de ce périmètre? Étienne Chauffour et puis Claudine Bichet, est-ce que la métropole peut financer des voitures? Est-ce qu'elle peut financer des voitures d'un habitant qui n'habite pas la métropole? Moi, je voudrais... Est-ce que un territoire métropolitain doit financer de la voiture? Franchement, je ne sais pas. Parce qu'a priori, ça semble anachronique. Globalement, la métropole, elle doit plutôt financer les alternatives en termes de mobilité. Est-ce qu'il faudra à un moment faire un petit temps de jointure pour que au moins les plus précaires ne restent pas isolés? C'est une question. Mais c'est effectivement une question qui va plus se poser à l'extérieur de la métropole. Vous êtes dans une situation de précarité, mais vous avez à votre porte un tramway, un bus, etc. Malgré tout, vous n'êtes pas isolé. Vous êtes à 30 km, vous n'avez pas ces plans B. Là, la question se pose. Et la question se pose de ce qu'on appelle, nous, à France Urbaine, l'alliance des territoires. Il faudra sans doute que les territoires métropolitains et les territoires voisins qui ont moins de moyens se mettent autour d'une table pour dire comment on va développer ces solutions de transport qui vont au-delà de la métropole, comment on va éventuellement aider, alors on prend les véhicules, mais on pourrait prendre le rétrofit, on pourrait prendre l'occasion, etc. Comment on va sortir un tout petit peu de cette idée que l'on a du chacun chez soi. Il va falloir qu'on ait ce raisonnement, et en plus, il est évident sur le plan environnemental, c'est le dernier mot. Problème des mobilités,
On l'a développé de façon centrifuge, c'est logique. On a commencé par le centre-ville il y a une centaine d'années, puis après on a dit il faut aller dans des quartiers autour, puis ensuite dans la banlieue. Et en fait, on s'aperçoit, quand on raisonne émissions, que c'est un problème centripète. Il faut limiter les mobilités qu'on pourrait en fait s'éviter, qui font 30-40 km, qui sont les plus émettrices, parce que le plus grand nombre de kilomètres, et petit à petit revenir vers la ville. Donc évidemment, c'est un très fort changement sur déjà la prise en compte, sur les mentalités et surtout sur ce que je rappelle, l'alliance des territoires. Il faut qu'on travaille ensemble, qu'on se mette autour d'une table et qu'on se dise, voilà, c'est pas insurmontable de penser pour les habitants et pas uniquement pour soi-même. Qui souhaite réagir sur ce sujet de frontière d'interface entre la Gironde et la métropole ? Oui, ça semble assez une évidence. On pourrait par exemple, sur Bordeaux Métropole, suivre l'exemple du Grand Lyon, avec le Sistral, qui a une vision des transports en commun élargie, alors qu'ici c'est assez étriqué, puisqu'on reste sur les 28 communes de la métropole. Mais ça va impliquer de changer beaucoup de choses dans la tête des politiques, de ne plus être président de la CDC, vice-président de ce que ça. Je pense que les gens qui habitent dans ces zones-là, ils ont conscience du problème et qu'il va falloir que peut-être ça change dans la tête des politiques, parce qu'il y a quand même l'urgence climatique qui est au-dessus de nos têtes. Et plus concrètement, ça peut être des parkings relais plus efficaces ou des liaisons un peu plus... Oui, bien sûr. Mais c'est surtout une zone... on sait que la zone d'influence de la métropole, c'est une centaine de communes. Bon, il faudrait peut-être que cette centaine de communes mettent leurs moyens en commun, de façon à ce qu'on arrive à parler d'une seule voix et non pas, par exemple, avoir une zone... du côté de Cestas, mais c'est un exemple, il y en a d'autres, où les gens ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils n'ont pas de transport en commun efficace, alors que la métropole serait tout à fait prête peut-être à mettre un peu d'argent pour aider les gens qui sont vraiment au SMIC et qui sont vraiment les gens les plus pauvres et qui n'auront pas le moyen de se payer des voitures à 22 000 € à aller travailler, quoi. Et c'est aussi bien pour les entreprises. Magali Pensu, sur ce sujet, notamment l'attractivité auprès des salariés ou des futurs salariés, quand on leur dit vous ne pourrez pas venir travailler chez nous avec votre voiture actuelle. Plus généralement, la question de la responsabilité des entreprises, je reprends cette casquette-là, même si je mesure que toutes les entreprises ne peuvent pas assumer cette responsabilité. Néanmoins, il y a des choses à faire et cette approche, on parlait tout à l'heure d'un temps particulier de notre histoire, on a peut-être une approche particulière à engager aussi de la part des entreprises. Elle doit être holistique quand on est confronté à une crise climatique. On peut aussi jouer un rôle. Alors, j'évoquais tout à l'heure le transport domicile-travail, c'est-à-dire mettre finalement à disposition la flotte, l'outil de l'entreprise, aussi en soutien à ses salariés pour leur permettre de venir travailler tous les jours, donc avec des véhicules pour le coup bio-GNV. Ça peut être aussi adapter le temps de travail. Nous, on a la chance de travailler sur 4 jours chez Régaz, c'est rajouter une journée de télétravail. Et donc, de fait, on commence à utiliser en fait tous les leviers qui sont en tout cas un début de solution pour les collaborateurs, pour leur confort aussi, et leur permettre à la fois de bien travailler et de répondre à l'urgence climatique. Merci. Claudine Bichet, quelle est la teneur des discussions entre la métropole et par exemple le Libournais, Arcachon ou le Médoc sur un éventuel fonds commun d'aide pour accompagner la ZFE ? Alors oui, déjà pour bien resituer les choses, aujourd'hui, la métropole n'a pas la capacité en fait à accompagner des habitants qui habitent à l'extérieur de son territoire, qui est un des points qui a été aussi pointé par Étienne Chauffour. C'est-à-dire que légalement, vous n'avez pas le droit d'aider quelqu'un qui n'habite pas sur la métropole. Non, c'est ça. Donc, enfin voilà, vous voyez bien tous les problèmes que ça pose. Et puis bon, après, je ne vais pas revenir sur le problème financier qui a aussi été évoqué. Voilà, est-ce que c'est vraiment aux
métropoles d'aller financer l'achat de voitures au sens large et largement au-delà des frontières. Enfin, c'est vraiment une question qui, me semble-t-il, est assez fondamentale. Par contre, effectivement, on a eu un certain nombre d'échanges avec les territoires voisins dans le cadre de la ZFE et les premières questions qui sont évoquées concernent justement ce choc d'offres des mobilités du quotidien qui est la première attente. La première attente des territoires, c'est pas combien vous allez financer la voiture, c'est comment on va aller plus vite, plus fort sur le développement d'infrastructures de mobilité qui effectivement sont en train de se déployer. Effectivement, au début, on a développé les infrastructures en centre-ville et progressivement, on avance par cercle concentrique et l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et c'est ça, ce que la première attente des territoires voisins, c'est ça, la teneur des échanges. Comment on va aller plus vite, plus fort. Et là-dessus, on a effectivement notre RER métropolitain, qui va mettre un certain temps, mais on a aussi la solution des bus express qui a été aussi évoquée tout à l'heure, qui est extrêmement intéressante. C'est que là, on sait qu'on est sur de l'infrastructure légère, c'est des bus qui peut se déployer plus rapidement. Qui peut se déployer beaucoup plus rapidement. Et là, c'est clairement des solutions sur lesquelles on peut agir vite. Et me semble-t-il, il y a vraiment des choses à faire. Donc, dans nos échanges, c'est ça, la priorité. Après, il faut qu'on garde quelques minutes pour des questions. Allez-y très rapidement. Je voudrais juste revenir sur ce qui me paraît quand même très fondamental si on veut faire le lien avec l'urgence climatique qui est quand même, je pense, le cœur du Forum Zéro Carbone et cette problématique de qualité de l'air. On est dans le cadre des mobilités, on doit avant tout accompagner à un changement de type de mobilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il me semble là aussi qu'il y a une attente très forte de l'État, des collectivités sur lesquelles on est prêt à agir. C'est comment accompagner l'ensemble des usagers à considérer les mobilités autrement. Donc bien sûr, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne aussi par des solutions. Et on aura une table ronde sur le sujet. Voilà. Tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vraiment là où aujourd'hui on a un intérêt fort à agir. C'est que si on veut à la fois aller sur les enjeux de qualité de l'air et les enjeux de décarbonation, c'est vraiment là où notre action aura le plus de valeur ajoutée. Merci Louis Bichet. J'ai juste un petit mot. Il faut qu'on garde un peu de temps. Parce que j'ai oublié de réagir. Pour les vignettes critères, on est en absurdie. Aujourd'hui, une vignette critère qui ne rend pas compte de la totalité des émissions, et notamment du fait de rouler, l'abrasion ou de freiner, n'a aucun sens. Après, est-ce qu'on va être capable de le changer en claquant des doigts? C'est pas gagné. Très rapidement, Christian. Et juste un complément de ce qu'a dit Madame Bichet. Pardon, excusez-moi. Il est évident que déjà la métropole, dans le cadre du RER métropolitain, met de l'argent pour les déplacements des gens qui viennent des territoires. Oui. Merci à tous les cinq. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être derrière moi. Allez-y. Je vous demande de vous présenter des questions courtes et des réponses courtes à nos intervenants pour qu'on puisse en prendre plusieurs s'il y en a plusieurs. C'est juste là. Bonjour, Laurent Castagnette. J'ai une remarque sur le diagnostic et une question. La remarque, c'est que vous n'avez pas du tout parlé d'historique. Vous faites des diagnostics et en fait, depuis 150 ans, ce qu'on a constaté, c'est que la mise à disposition des masses de transport rapide et bon marché a conduit à étaler la ville et à multiplier l'usage des transports. Et donc, si on croit qu'on va faire gagner du temps en proposant aux gens des transports encore moins chers et encore plus rapides, historiquement, on se trompe complètement. Donc, en fait, je pense qu'on manque complètement d'analyse historique sur le sujet. Ma question sur les ZFE, si on revient un petit peu en arrière sur des endroits très pollués qui sont des villes chinoises, la première mesure qu'ils ont prise pour exclure les véhicules thermiques, ça a été les 2 roues. Or, aujourd'hui, on ne parle que de la voiture, alors qu'un scooter thermique, essence, vous savez très bien, c'est largement plus polluant qu'une voiture moderne. Donc, aujourd'hui, il y a un angle mort de la ZFE qui sont les 2 roues, alors qu'il existe les solutions techniques depuis des années, alors en Chine par exemple, mais ailleurs très largement, qui sont simplement des scooters électriques, des motos électriques, etc. Pourquoi? Enfin, j'ai une partie de la réponse. On va poser la question. Pourquoi un angle mort sur les 2 roues? C'est pas un angle mort. C'est un sujet. C'est pas du tout un angle mort. C'est une question qui est posée, même si les 2 roues ont un argument qu'il faut entendre, de dire effectivement nous avons des véhicules qui émettent, mais nous émettons beaucoup moins longtemps.
parce que nous ne sommes pas confrontés aux bouchons. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis que c'est un argument qu'il faut entendre. Et j'ai oublié de dire, et ça c'est très important, c'est les dérogations qui seront données partout dans les territoires pour les petits rouleurs. Donc pour l'instant, Bordeaux n'a pas encore mis en œuvre sa ZFE, mais si je prends l'exemple de Lyon, 52 dérogations par an pour les petits rouleurs. Ce sont des personnes âgées qui disent « bah oui, moi j'ai plus de 85 ans, ma voiture elle est vieille, mais je m'en sers quasiment jamais ». Donc on ne va pas lui dire « changer de voiture ». On lui dit « vous avez 52 fois par an ou plus le droit de venir ». Et à chaque fois pour trouver des logiques pragmatiques, réalistes. C'est noté. Est-ce qu'on a une autre, Christian Auqueret? Oui, et pour répondre à la première partie de la question de monsieur, il va falloir faire changer dans la tête des Français l'image du terrain de 400 mètres carrés avec une maison de 100 mètres carrés dessus, avec une place pour le barbecue, le chien et éventuellement la piscine. Ça. Le sujet est vaste. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Non. Alors moi j'en ai une pour vous, parce qu'on n'a pas abordé le sujet rapidement. Comment tout ça sera contrôlé, Étienne Chauffour ou Tony Béchet? Est-ce qu'il y aura un policier municipal derrière chaque véhicule? Non, il y aura... Enfin, policier municipal, je ne sais pas quelles sont les capacités. Non, le problème du contrôle est un problème majeur. Parce qu'en fait, on ne le sait pas tellement, mais les zones à circulation réglementée existent dans des métropoles comme Paris depuis quasiment 30 ans. Et ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Donc aujourd'hui, la question du contrôle est celle d'un contrôle sanction automatisé, en gros à lecture de plaque, qui se fera... donc c'est une forme de radar en fait, et vous passez, vous avez le droit d'être dans la zone ou vous n'avez pas le droit. Et ça vous se fera de cette manière-là. En revanche, avec une mise en œuvre, alors ça c'est pas lié au territoire, c'est lié à l'État qui a été retardé, donc ça peut être une bonne nouvelle pour vous, mais ce ne sera pas contrôlable avant la mi-2025. Merci Christian. Ce sera peut-être plus simple aussi qu'il y ait un renouvellement du parc. Parce que comme ça, s'il est propre, il est propre. C'est le contrôler. Et puisqu'il y aura toujours de toute façon les contrôles techniques. Et puis bon, c'est faire changer les habitudes des gens dans leur mode de déplacement. C'est bien noté. Merci infiniment à tous les 5 pour ces débats. On voit que les enjeux sont très, très larges, très profonds.